Alors, bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau webinar. On va dire que c'est le premier webinar du style depuis que vous me connaissez, je pense depuis 7 ou 8 ans maintenant, où je vais parler de gouvernance. Donc, vous l'avez compris, ça en vaut vraiment la peine. Donc aujourd'hui, on va parler de ciseaux assistants, mais pas que. Donc, il y aura beaucoup de surprises, beaucoup de discussions, une annonce aussi, un peu exclusive, donc qui va être faite avec la démo qui va avec. Corrige-moi si je me trompe, s'il te plaît, Abderrahmane, et puis, je vais, te laisser peut-être te présenter ce que tu fais. Je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils sont pas là pour moi. Heu, ils en ont un peu marre, donc du coup, on reprendra les sujets un petit peu plus techniques, un petit peu dédiés, dès la semaine prochaine, donc avec l'annonce, du prochain webinar, dès demain, et donc du coup, ils sont là pour toi. Donc je te laisse te présenter, nous parler de ciseaux assistants et donc du coup, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Et ainsi de suite. Donc je te laisse te présenter directement. Bah, merci Hamza pour l'invitation. Bon, Abderrahmane Mehmet, Abder pour faire court, comme ça tout le monde m'appelle comme ça. Je suis le cofondateur et le gérant d'Intuitem, une société spécialisée en cloud, infra et cybersécurité. On fait plein de choses autour de ces activités, et ce qu'on vient présenter aujourd'hui, c'est CISO Assistant, qui est une plateforme tout en un de GRC. Alors, pour la petite histoire, et puis déjà pour mettre un peu de contexte, je sais que la GRC, il y a des avis très partagés, le mot est peut-être un peu chargé, donc je vais commencer par quelques définitions. Comme ça permettrait d'avoir le même niveau de compréhension, et progressivement, on va introduire le problème qu'on cherche à résoudre. Donc, gouvernance, risque et conformité, c'est les trois piliers de la GRC. Dans la partie gouvernance, on va retrouver l'ensemble de la gestion des politiques, les procédures, la supervision managériale, la prise de décision, acceptation de risque, etc. Dans la partie risque, on retrouve les analyses de risque, l'identification de ces risques, leur quantification, et puis surtout la proposition de remédiation. Et puis dans la partie C, c'est comment on va adhérer et répondre aux normes, lois, réglementations, et comment gérer ça de manière formelle à travers les audits. Donc ça, c'est pour avoir un petit peu déjà un vocabulaire commun sur la suite de la présentation. Du coup, nous, on est parti d'abord d'une modélisation du problème à résoudre. C'est quoi les soucis qu'on a autour de cette GRC? Je pense que là, je n'apprends rien au public quand je parle de la fragmentation, l'hétérogénéité sur plusieurs outils, de l'information à droite et à gauche, et surtout le cauchemar de l'Excel, que tout le monde connaît sur le parti GRC. Donc ça commence par là, le premier problème à résoudre. Ensuite, ça c'est quelque chose aussi qu'on retrouve souvent, où la démarche de GRC tombe dans le piège où le rituel prend le dessus sur le fond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on le sait, que la GRC devrait être un outil pour structurer le programme cybersécurité et pas une finalité en soi. On est tellement perdu dans cette paperasse qu'on est là pour remplir des cases plutôt que de driver les remédiations et améliorer les choses. Parmi les problèmes aussi à résoudre, on répète beaucoup trop de choses, à faible valeur parfois, et il y a des gros silos entre les personnes qui vont faire de la GRC et les opérationnels de la cybersécurité, avec on va dire des préjugés et puis des clichés d'une certaine manière, où les gens de la GRC vont considérer les opérationnels comme des geeks qui sont là juste pour configurer des firewalls, faire du patch, qui comprennent même pas pourquoi on est en train de faire les choses. Et dans l'autre sens, les opérationnels vont considérer les personnes qui travaillent dans le GRC comme des gens qui sont là juste pour cocher des cases, remplir des Excel et faire de la bureaucratie. Et l'un a besoin de l'autre pour justement construire un programme cyber, et ces clichés font que les communications ne sont pas fluides et on ne s'entraide pas comme il faut. Ensuite, il y a une difficulté à cause de cette fragmentation à sortir des informations actionnables. Ok, j'ai beaucoup d'informations, mais qu'est-ce que j'en fais? Donc ça aussi, c'est quelque chose qui pèse sur cette discipline. Et enfin, on retrouve pas mal de démarches, pas mal d'outils très intéressants, mais souvent avec des coûts élevés ou un manque de flexibilité sur les déploiements, sur les fonctionnalités, et puis on n'est pas compatible avec tous les setups qu'on peut retrouver dans l'industrie.
Donc, on est parti de ce constat, et ça, c'est un constat relativement partagé avec pas mal de praticiens. Et on s'était dit, ben, on va reposer les bases. Reposer les bases, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut parler pendant très longtemps de la cybersécurité, fondamentalement. Tous les praticiens de la Mmh. cyber sont là pour gérer des risques, n'est-ce pas? Je pense que c'est le seul truc sur lequel on peut tous se mettre d'accord, d'une manière ou d'une autre. Les praticiens de la cybersécurité sont là pour identifier et traiter des risques. Et donc nous, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on ne va pas chercher à révolutionner ce monde-là, on va chercher plutôt à le simplifier et chercher plutôt de la productivité, chercher les petits gains. Où est-ce qu'on perd du temps et allons résoudre ces petits problèmes un par un, au lieu de ramener quelque chose de très flashy et dire, voilà, on va tout casser, on va tout changer en GRC. Ensuite, on a introduit ce concept de découplage sur la GRC. Je vais avoir une slide dédiée qui va expliquer comment ce découplage va permettre d'optimiser ces interactions. Sur une partie aussi intéressante où, dans le design du produit, on n'a pas cherché à faire tout du premier coup, mais travailler par use case, c'est-à-dire quels sont les parcours des utilisateurs, que ce soit les opérationnels, que ce soit les managers, que ce soit l'équipe de direction, de quoi ils ont besoin dans le day-to-day pour faire leur action. Donc, on travaille par ces parcours de use case. Et puis surtout, rester le plus agnostique possible à l'approche, qu'on vient d'une certaine démarche d'analyse, modélisation de risque, ou qu'on vient de certains frameworks au standard. Il faudra qu'on trouve un fil conducteur et une base un peu générique pour tout le monde. Donc, tout ça, ça nous ramène vers une approche du guichet unique. Pour faire le lien avec ce que j'ai présenté tout à l'heure sur la fragmentation, le principe du guichet unique, c'est aussi ramener tout au même endroit pour qu'on puisse trouver des liens entre les politiques, les analyses de risque, les plans de traitement, les audits, les preuves, etc. Et ramener dans notre vision une saisie progressive. Parce que la plupart des gens qui travaillent dans ces domaines-là, ils n'ont pas toutes les réponses du premier coup. Exemple, quand je suis en train de faire une analyse de risque, je n'ai jamais les idées claires du premier coup. Je vais avoir un premier avis, puis je vais refaire une appréciation, puis je vais discuter avec des gens qui vont raffiner mon appréciation, etc. etc. Donc, il faut aussi ramener ce côté un peu itératif dans l'outil. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, la saisie progressive. On va la voir tout à l'heure dans l'application. Et puis, un des axes sur lequel on a travaillé dès le début, c'est ne pas aller construire une application avec plein de menus et plein d'éléments graphiques, mais travailler d'abord sur l'API, parce que, in fine, il faudra aller chercher de l'automatisation, il faut aller chercher de l'interaction avec un écosystème. On s'est concentré d'abord sur un API, on s'est concentré d'abord sur les interfaces et sur les formats ouverts au niveau de la donnée, et surtout comment on travaille sur cette portabilité de données, parce qu'on ne veut pas verrouiller les gens. On veut que quand les gens travaillent justement sur Sys Assistant, ils puissent exporter et importer de manière très flexible. Et puis Alors, tout ça, petite question, si je peux me permettre, Abder. Donc, excuse-moi de t'interrompre. Juste pour savoir, tu as parlé d'échange de données, de standards. Je voulais te demander que, par exemple, au niveau des IOC, des SOC, on va échanger dans la tier, de manière générale, on va échanger de données sous des formats qui sont bien connus et spécifiques. Alors, il y a des normalisé, standards ouais. qui sont très connus, normalisés, comme le STIX. Enfin, STIX et Ouais, TAXIS, c'est pas forcément ouais, la même chose au niveau de la standardisation. ouais. Mais j'en parle en tant que standard. Est-ce qu'on a le même standard dans un concept, GRC? Quand je dis GRC, je parle d'ISO, je parle, de NIST, n'importe, donc pour, Ouais. on va dire le traitement de ces données ou pas? À date, il n'y a pas de standard encore universel qui a gagné un petit peu cette bataille. La preuve, c'est que tu le vois quand il y a des normes ou des lois ou des frameworks qui sortent, chacun a un format de données particulier. Celui qui est en train de percer, il s'appelle l'OSCAL. Je pense que c'est un groupe de travail du NIST qui a commencé en 2021. Il n'est Mmh. pas encore bien adopté, bien suffisamment mature, mais nous, on le suit de près et ça fait partie justement des cartes qu'on a dans le GitHub, c'est d'être compatible avec la partie OSCAL. À date, c'est la seule technologie ou la seule approche qui se rapprocherait d'un standard universel où on va définir une liste de contrôle et un système d'audit de manière normalisée. Donc, OSCAL, ça s'écrit O-S-C-A-L. Donc, je peux après en parler dans quelques instants. Parfait, merci. Donc, je t'en prie. Du coup, par rapport à ce format ouvert, ce qui vient, c'est que
parmi les valeurs sur lesquelles on est parti, c'est qu'on est open source first et community driven. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cadre de cet engagement et cette, j'ai presque envie de dire, mission sociale d'Intuitum, on ne cherche pas à s'enrichir avec la solution, on cherche surtout à pouvoir aider la communauté au sens large, à s'équiper, à avoir des bases saines sur la démarche GRC pour qu'ils puissent au moins avoir une démarche structurée, se concentrer, comme je l'écris, sur le plan de traitement. Et donc l'open source, c'est un accélérateur de cette partie-là, et ça plaît énormément aussi à la communauté, parce que la communauté aussi, il nous drive, il nous pousse. Il y a des gens qui font des contributions très chouettes, ils nous donnent des idées très originales auxquelles on n'aura jamais pensé. Et puis surtout, ça permet à des boîtes, des structures qui n'ont pas les moyens de s'équiper, d'avoir au moins une première base pour structurer leur démarche. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur et qu'on va continuer à maintenir autant que possible. Et je vais avoir aussi une petite question, à côté. Est-ce qu'on Oui. doit forcément avoir des standards et des normes sur lesquelles on va se baser au niveau de la solution? Ou est-ce que demain, par exemple, moi, si je crée je vais dire créer, je vais concevoir, un standard pour mon entreprise, est-ce que demain, je peux implémenter ce type d'éléments ou pas? Alors, c'est une bonne question et justement, la réponse, elle est dans la phrase du format ouvert. Ce format ouvert, on a OK. fait en sorte que quand quelqu'un va avoir un framework maison ou une checklist de sécurité interne pour, je sais pas, pour de la sécurité de l'infrastructure, pour du AppSec, pour de la gestion de programme au sens large, du moment qu'il arrive à la mettre sous un Excel, nous, on est capable de la digérer pour rester simple. Et d'ailleurs, tu fais bien d'en parler parce que je vais faire une démo justement de ça tout à l'heure. Parfait. Ok, donc j'ai pris quand même quelques minutes pour me poser bien le décor par rapport à l'approche et qu'est-ce qu'on cherche à faire. Et je ne pourrais pas manquer de rappeler une grande inspiration pour nous, qui est justement cette pyramide, cette structure qui vient de l'ANSSI dans les BioCRM, dans laquelle on croit beaucoup, parce que c'est une démarche assez saine et très claire, très pédagogique, où peu importe le programme cyber, on peut y procéder de différentes manières. À la fin, on arrive toujours à la même chose. Ce qui compte, c'est essayer d'éviter de réinventer la roue à chaque fois, en commençant par les principes de base qu'on appelle les règles d'hygiène, puis sur lesquelles on va rajouter le cadre réglementaire, normatif, spécifique à l'organisation. Si on est dans la finance, si on est dans la défense, peu importe, il y a une surcouche qui vient sur des principes qui sont connus dans la littérature, ça n'a rien de les réinventer, puis il y a d'autres éléments qui viennent par le contexte de l'organisme. Et puis, sur ces éléments-là, ça nous donne une approche par conformité, encore une fois, pour éviter de réinventer la roue, sur lesquels on peut rajouter quelque chose de plus contextuel, quelque chose de plus spécifique. Donc, ça se traduit comment? Ça se traduit par cette notion de découplage. Comme je disais, c'est un peu ça la vraie puissance de Visual Assistant. C'est cette idée simple de dire comment on découpe un peu les périmètres pour que ces périmètres puissent interagir ensemble. Donc, je vais peut-être passer en pointeur laser. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à traiter des risques. Et ces risques-là, d'une manière ou d'une autre, il faudra qu'on implémente des mesures de sécurité pour y remédier. Donc, quand on vient par l'approche par conformité, on va retrouver des éléments externes, donc des frameworks, des standards, des lois, comme des éléments internes, des politiques, des programmes, etc., qui vont nous lister un ensemble d'exigences. Eh bien, ces exigences, normalement, ils sont couvertes par les mesures de sécurité, mais surtout, s'ils sont bien pensés, ils vont permettre automatiquement de traiter des risques. Et c'est ça la vision derrière la pyramide de l'ANSSI. Et puis, sur laquelle un expert, avec son jus de cerveau, avec sa maîtrise du contexte, de l'organisme et de l'application, de l'infrastructure, etc., va identifier des choses supplémentaires qui vont aller compléter cette analyse de risque. Et les deux, d'une certaine manière, vont proposer des mesures de sécurité. Du coup, nous, on a surtout modélisé cette vision-là pour dire, d'une manière ou d'une autre, il faudra qu'on identifie ces objets-là. Quels sont les risques? Où est-ce qu'ils sont les analyses de risque? Où est-ce qu'ils sont les exigences? Et à la fin, une fois qu'on a implémenté des mesures de sécurité, il faudra qu'on ait une démarche un peu formelle, typiquement sur les frameworks qui sont auditables, qu'on viendra soutenir par des preuves. Donc, le cœur du réacteur de Visual Assistant, c'est celui-là. Tac. Du coup, pour la petite histoire, parce qu'on m'a posé la question la dernière fois, comment on a construit l'application autour de ça, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Là, je ne sais pas si on arrive bien à le voir, mais le premier commit, il date de 2020. À l'époque, l'application s'appelait OpenGRC. C'était une petite application
Python, Django, qu'on a fait d'abord pour nous pendant nos missions. Moi en particulier, quand j'intervenais sur de la direction de programme, sur des programmes de transformation, je galérais, je pleurais même avec l'Excel. Et à un certain moment, on a dit bah, stop, on peut faire autrement. Et c'est de là où il est né ce premier commit, d'ailleurs qui est pas très propre parce que la DB SQLite elle a été committée, mais ça me permettait au moins de faire des démos très rapidement. Et depuis, on a bien structuré les choses jusqu'à ce que c'est arrivé sur le CISO Assistant qu'on connaît maintenant. Qu'est-ce qu'on a comme fonctionnalité? Ben, on va retrouver tous ces piliers-là de gouvernance, risque et conformité. Ça commence par la gestion de politique, framework, etc. Mais la base, et je vais beaucoup insister dessus parce que c'est ça ce que je vais surtout démontrer aujourd'hui, c'est capacité d'API, des analytics intégrés, des capacités du catalogue, du calendrier, l'arborescence, du airbag, contrôle de qualité, plein de features qui sont le cœur du réacteur, sur lesquels on va retrouver tous les éléments de gouvernance, gestion de politique, des frameworks custom, jusqu'à l'analyse de risque, l'assistance pour l'appréciation, des workflows. Et sur la conformité, on a de plus en plus de frameworks. On est déjà à 37 et je pense dans une semaine, on va être à 40 frameworks. Donc comme ça, on couvre plusieurs industries à travers le monde, avec du scoring de maturité, la gestion des preuves, la génération automatique des rapports, des frameworks multiniveaux. Tout ça, c'est grâce à ces feedbacks justement de la communauté qui nous permettent à chaque fois d'aller résoudre un problème à la fois, mais on ne le fait pas de manière fragmentée, on cherche toujours à l'intégrer dans un parcours complet. Avec ce catalogue de fonctionnalités qui n'arrête pas de bouger, on va le voir dans quelques instants, mais je vais faire quand même une petite parenthèse technique pour les geeks, pour comprendre comment on a construit l'application. Fondamentalement, le cœur, c'est du Django, mais Django, il a quelques limitations. Du coup, nous, on l'a gardé vraiment sur la bonne partie qui est l'ORM et la gestion des migrations, et autour duquel, en fait, on expose l'API. Et cette API, après, elle est consommée par un front riche qui est fait avec SvelteKit. À côté, on a une base de données et du stockage, notre reverse proxy, et puis surtout, un ensemble d'intégrations avec du third party pour l'automatisation, pour pas mal de choses autour de cette API, et puis des orchestrateurs pour les tâches asynchrones, qu'on en parlera peut-être une prochaine fois. Donc l'application, fondamentalement, elle est relativement simple, et cette simplicité fait que quand on cherche à la déployer, c'est 3 containers qu'on peut déployer on-prem, qu'on peut déployer sur son poste de travail avec un Docker Compose, comme on la propose également en SaaS chez nous. Donc ça donne cette flexibilité pour répondre encore une fois aux problématiques que je citais au début. Comment on remplace l'Excel, comment on remplace cette fragmentation de 3 outils, c'est aussi en donnant une certaine flexibilité et une liberté aux gens d'installer sur différents types de configurations. Donc là, je pense avoir mis suffisamment de contexte pour qu'on passe à la démo, n'est-ce pas? Ouais, je pense que tout le monde attend vraiment ça, incluant moi. Pour information, que ce soit les questions, les interactions, rien n'est préparé. Donc tout est fait en mode freestyle selon vos questions et ainsi de suite. Donc du coup, n'hésitez pas à poser vos questions, nous y répondrons. Et ce qui va vraiment être intéressant ici, c'est de voir ce que ça va nous apporter concrètement. Et d'ailleurs, pour faire une présentation avec Obsidian, faut y aller, hein. Tu vois, ça Faut y rend aller. plutôt Donc du bien, coup, n'est-ce pas? ah oui, c'est excellent, c'est juste excellent. Donc je te laisse Allez, enchaîner. allez, c'est parti, on va activer cette tâche. Du coup, là, je l'ai lancé en localhost, comme ça je vais avoir plus de flexibilité pour montrer plein de nouveautés. Je vais me connecter jusqu'ici. Rien de révolutionnaire. Et on arrive sur une instance vierge où il y a aucun objet. Et on va commencer à parler un petit peu de ce que fait l'application en transposant tous les concepts théoriques qu'on a vus tout à l'heure. Je vais zoomer un petit peu là pour qu'on puisse mieux voir le menu. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver? Naturellement, les composants de GRC, et je vais revenir dessus dans quelques instants. La première chose dont on a besoin, c'est un petit peu commencer à décrire l'organisation dans laquelle on se retrouve. Donc, on va déclarer des domaines et des projets. Ça permet de faire quoi? Ça permet de créer une arborescence, de dire comment en fait mon IT ou mon organisation est structurée. Première chose, je vais me créer un domaine. J'aime bien faire des trucs autour de l'espace. Tac, j'ai créé un domaine qui s'appelle Nebula. Et à la limite, je peux passer par là. Et dans Nebula, je vais me créer 2 projets. Je vais les appeler Orient
et je vais créer un autre qui s'appelle alter. Hop. Donc ça, c'est un peu le minimum pour qu'on puisse au moins commencer à structurer nos activités. Donc j'ai des projets, j'ai des départements, les domaines par exemple, ça peut être des départements, ça peut être des divisions, ça peut être des BU, peu importe. Donc ça permet de structurer, et ces domaines, naturellement, ils me donnent une certaine étanchéité entre les différentes données, comme ça je peux isoler, mais le domaine racine, qui est le global, va avoir la supervision globale. On peut très bien imaginer qu'au niveau global, on a le ciseau groupe, et au niveau de chacun des domaines, on a les ciseaux locaux ou les équipes opérationnelles locales. Ensuite, une fois que j'ai déclaré mes domaines, je vais aller regarder le store de Ciseaux Assistant qui contient plusieurs librairies, qui couvrent plein de sujets. Pour faire simple, et pour rester un petit peu dans l'idée d'une démo qui va couvrir la fameuse pyramide que j'ai citée tout à l'heure, on va d'abord aller chercher les éléments dont on a besoin pour faire la démarche par conformité. Je vais prendre pour l'ANSSI le guide de l'hygiène, je vais l'importer, et je vais aller chercher peut-être une matrice de risque parce que j'en aurai besoin. Je vais prendre la matrice 5x5. For highly sensitive, on va faire le critical. Hop. Et je vais peut-être prendre un framework intéressant comme le Siphon de CCB qui a une capacité très chouette à démontrer tout à l'heure. Donc, avec ça, normalement, je suis capable de démarrer mon assessment. Donc, je vais aller niveau compliance et je vais driver ça par l'approche conformité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'arrive sur un projet ou j'arrive sur une organisation. Ça ne sert à rien que j'essaie de réinventer la roue. Je commence déjà par structurer la posture actuelle et faire l'état des lieux. Et ça, l'audit est les top pour le commencer. Donc, je viens ici, je fais Star Audit. Et on va dire juste un exemple. Ok, j'ai écrit en anglais. Et je vais dire, par exemple, je vais le faire sur Orient. Et sur celui-là, je vais dire, voilà, je viens juste planifier un audit. Et je vais prendre le guide de l'hygiène comme base. C'est bien pour démarrer. Et là, je me rends compte, effectivement, que je suis en mode compliance, où je vais commencer à traiter mes audits, mes preuves, mes frameworks, et je vais y aller par étapes. Je vais d'abord me concentrer sur ça. Par ailleurs, je vois que je suis encore en anglais, et ça me permet de montrer effectivement que l'application est multilangue. Hop, je vais passer en français, puisque la démo elle est en français. Et je viens ici, et je retrouve typiquement, au lieu d'aller me chercher des Excel, les différents critères de ces frameworks, en fait, sont déjà pré-mâchés et structurés sous forme d'arbres. Et ça, on y tient beaucoup parce que ça permet toujours de structurer un peu les idées. Donc, j'ai mes critères. Ça parle de quoi? Ça parle justement de la formation. Imaginons voilà, que c'est quelque chose qui est en cours. J'ai envie de scorer ou pas, on va voir ça après. Ici, pareil, je me pose juste des questions, partiellement conformes. Tu vois, là, je passe vite pour dire, juste, je suis en train de discuter avec quelqu'un dans un coin de table, j'arrive, j'essaie de mesurer un petit peu le niveau de maturité. Je ne me pose pas trop de questions, c'est juste une discussion vite fait, et ça me permet d'aller capter pas mal d'éléments. Et tout de suite, en fait, on a l'analytics qui est en train de se remplir. Ça m'aide déjà visuellement à savoir où est-ce que j'en suis. Donc, une fois que j'ai fait ça, le prochain coup itératif, j'ai fini cette réunion de cadrage, je me dis, ok, celui-là, il est en cours. Comment je vais typiquement améliorer ce niveau de formation et comment je vais faire en sorte de cocher ce critère à la formation? Là, je vais appliquer une mesure et dans la mesure en question, je vais dire, voilà, former les équipes. Tac, je vais faire juste le minimum. Et donc, ici, on vient l'enregistrer. Et hop, oui, j'ai oublié. Hop. Donc, on a associé, ça c'est la première chose. Tout à l'heure, quand je parlais de découplage, vu qu'on a dissocié les mesures de sécurité de la partie compliance, chacun va vivre dans une section à part.
et on va justement faire ce câblage pour réutiliser autant de choses que possible. La preuve, c'est que si je continue à regarder justement la suite des critères de mon audit, je vois que le deuxième critère, il parle aussi de sensibilisation. Sauf que moi, j'ai déjà lancé un programme de formation, je n'ai pas envie d'aller me retaper la même chose. Je regarde dans mon catalogue et je vois effectivement que j'ai déjà lancé une action. Je vais dire, cette action-là, il est là, et il m'aide justement à être partiellement compliant. Et au fur et à mesure que je vais saisir des choses, en fait, ça va rentrer dans le catalogue et ça me permettra de les réutiliser. Et donc ça, c'est le deuxième niveau que j'ai cité tout à l'heure, sur le gain de temps. Quand je suis en train de structurer ma démarche, je ne retape pas tout plusieurs fois, et à chaque fois, je réutilise tout ce que j'ai saisi au préalable. Si j'avance maintenant un peu plus loin, je me dis, bon, j'ai attaché des mesures de sécurité. Ces mesures de sécurité, je vais aller dans la démarche encore plus loin et le rendre formel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour confirmer que j'ai bien formé les équipes, je vais venir ici et je vais dire, en fait, j'ai peut-être une liste de pointage, je ne sais pas, liste de présence. Hop. Et ici, je vais aller me chercher un fichier qui va me permettre de démontrer ça. Je prends un truc relativement bateau. Ok, ça va. C'est pas grave, je prends un fichier comme ça. Et cette preuve-là, elle est attachée, et ça me permet tout simplement de construire progressivement le catalogue de mes preuves. Et de la même manière que je l'ai attaché ici, quand je reviens sur mon audit et je passe sur un autre critère, pareil, ici je suis conforme, je ne me pose pas la question. Je dis voilà, je prends ça et je continue. Donc, pour revenir à ce que tu disais, ça me permet de faire quoi? Ça me permet tout de suite, tu vois, d'établir une posture par rapport à où est-ce que j'en suis. Et ce qui est sympa, c'est qu'une fois que j'ai construit ça, je vais commencer peut-être à rajouter d'autres mesures de sécurité, maîtriser le risque d'infogérance. Je vais peut-être ici rajouter une mesure appliquée qui est le TPRM, par exemple. Et dans le TPRM, on se dit qu'on va couvrir ça. Et je vais peut-être me rajouter une autre mesure. Hop. Disposer d'un inventaire, on va dire ici, je vais me rajouter mon CMDB. Donc comme ça, au fur et à mesure que j'attache des éléments, j'enrichis mon catalogue. Et à la fin, j'ai établi un premier profil. Moi, je veux maintenant sortir de cette casquette d'audit et de collecte des statuts. Je veux passer surtout sur le suivi de mon plan d'action. Et ça va faire vraiment plaisir aux gens qui veulent découpler la partie GRC du suivi d'audit. Ils ne veulent pas être noyés par les détails justement de différents critères, ce qui compte pour eux. Qu'est-ce qu'on a à faire? C'est quoi les dates? Et tu remarqueras un truc super chouette, c'est que ça t'aide aussi à prioriser tes actions au fur et à mesure que tu vas saisir des données. Par exemple, pour te dire, tu vois cette action-là, former les équipes, en fait, elle va t'aider à cocher 3 critères. Et automatiquement, on a fait ce qu'on a promis tout à l'heure, en découplant les 2 domaines. Il y en a certains qui s'occupent de la partie pilotage et d'autres qui s'occupent de la partie exécution et la partie opérationnelle, qui vont continuer à enrichir de leur côté. Tu vois ici, là, je suis dans le suivi des remédiations. Et les opérationnels peuvent tout de suite et automatiquement attacher des preuves. Et le lien entre ces 2 domaines, entre les auditeurs et les gens de pilotage et les opérationnels, il est automatiquement fait pour nous. Et on a une petite question de Cécile sur le chat qui te demande s'il y a un catalogue de mesures préexistant dans l'outil pour pouvoir y piocher dedans sans avoir à le ressaisir. Bonne question. Alors, on a pré-shippé certaines mesures et surtout, on commence à avoir beaucoup de contributions third party. Je vais aller chercher le doc Paul. Où est-ce qu'il est? Voilà. Par exemple, parmi les mesures, on va dire toute la partie un peu procédurale, toutes les policies et la documentation. On peut très bien dire, hop, je vais l'importer, comme ça le prochain coup, il est déjà disponible. Et
pendant que je suis là, peut-être que je vais... Non, j'ai ramené tout à l'heure. Donc oui, ce qu'on peut faire, c'est qu'il y a déjà un premier catalogue, et ce qui est encore plus sympa, c'est que les organismes peuvent définir leur propre catalogue, ce qui évite aussi la fragmentation entre les départements en disant s'il vous plaît, quand vous êtes en train d'implémenter des mesures, n'allez pas chercher à droite et à gauche, regardez déjà ce dont dispose la boîte. Et ça plaît beaucoup aux ciseaux de grosses structures. Ils peuvent mutualiser pas mal de ressources et surtout optimiser leur budget. Donc oui, la réponse courte, c'est oui, il y a un catalogue. Et en plus des catalogues qui sont fournis, vous pouvez avoir le vôtre et l'intégrer. OK, parfait. Merci Du coup, beaucoup. je t'en prie. Du coup, j'avance sur la partie conformité s'il n'y a pas d'autres questions. Et je vais afficher une feature qu'on a réalisée la semaine dernière. Allez, je vais prendre Alter cette fois. Et sur laquelle on supporte maintenant les frameworks où il y a cette notion de niveau ou des groupes d'implémentation, pour reprendre les mots du CIS. Et la particularité, c'est que CISO Assistant va vous permettre justement d'y aller de manière incrémentale. Exemple, si je commence dès le début, je dis, OK, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce vocabulaire, basique, important et essential, c'est les niveaux 1, 2, 3 du siphon de la CCP. Donc, je vais prendre le niveau intermédiaire. Je commence mon audit. Et là, bim, j'arrive, je vois 115 critères. Ça me refroidit tout de suite. Je dis, mais je ne vais pas y arriver. Je commence à saisir. Je change des statuts. OK, bon, je commence à avoir des couleurs, c'est chouette, mais je vois que j'ai beaucoup de boulot à faire et probablement je ne vais pas le finir. Donc, j'ai envie de me rebooster le moral. Donc, ce que je vais faire, je vais dire, OK, allons-y mollo. On va passer d'abord au niveau basique. Et tout de suite, ça filtre les analytics et ça filtre les critères pour qu'on se concentre justement sur le niveau de manière partielle. Donc là, je vais remplir ce que je veux par rapport à mon statut de conformité. Et l'autre feature qui a été réalisée dans les dernières versions, c'est qu'on a rajouté la notion de scoring. Pour la notion de scoring, on a cherché surtout à rester cohérent avec les normes qui ont déjà un système de scoring, qui sont inspirées par exemple de CMMI, et d'autres qui ont une notation, le CMMI c'est de 1 à 5, d'autres qui ont une notation de 1 à 4, d'autres de 0 à 3, d'autres en pourcentage. Donc, vu que le CCB, il a déjà une norme, en fait, il a été déjà prise depuis le standard, et puis on l'a intégré. Et vous voyez, puisque j'ai commencé à scorer, ça me donne aussi mon niveau de maturité globale. Tout à l'heure, il n'y avait pas de ce petit widget qui vient d'apparaître avec les saisies. Donc, pour les structures qui suivent avec une troisième dimension la progression de leur plan d'audit en allant rajouter justement le niveau de maturité, ben on vient de l'introduire récemment. Et du coup, tout ça, ça permet de faire quoi? Ça permet à la fin, pas seulement d'extraire le plan d'action, qu'on va retrouver ici, celui-là pour le coup j'ai rien attaché, pas seulement on va retrouver cela, mais surtout pour un auditeur qui a fini ce boulot de synthèse, il suffit juste de faire un export, et dans l'export, on va retrouver un zip un peu agrégé avec les preuves. S'il a attaché des preuves, on va retrouver tout dedans. Ouais. Et également des PDF pour tout de suite lui faire un format. Et ce format, c'est un template HTML qu'il peut personnaliser à sa guise. Ça peut même être intéressant pour les conformités, par exemple, avec les assurances, qui demandent parfois Ouais, aux entreprises, des justificatifs sur certains critères. Donc on peut aller piocher aussi sur ces informations-là pour, reuse et éviter de perdre du temps, là-dessus effectivement. C'est parfait. exactement. Du coup, ce côté un peu, toujours, tu vois, dans l'esprit du format ouvert, le format d'export, nous, on a fait un premier jet, un HTML relativement basique, et on a effectivement des clients et des prospects à date. C'est des consultants que eux, ils gèrent en fait plusieurs comptes et ils veulent justement avoir leur identité visuelle, avoir leur personnalisation, avoir leurs remarques. Ben, ils viennent juste modifier ce HTML pour ramener leur identité visuelle dessus. Et ça plaît beaucoup aux consultants, comme ça ils se concentrent davantage, comme je disais tout à l'heure, sur le conseil, sur le pilotage, sur l'implémentation de mesures, que de perdre du temps sur du travail bureautique qui est parfaitement automatisable avec ce qu'on vient de montrer. Donc, avec ça, j'ai fini un peu l'essentiel du premier parcours sur
l'approche par conformité. Je vais passer maintenant à l'approche par le risque, et sur laquelle je vais mettre en évidence justement ces objets qui sont l'évaluation de risque, les scénarios et les acceptations de risque, ou les risques acceptance form. Dans l'évaluation, on va commencer simple. On va dire, voilà, je vais aller auditer Orion, je veux dire, c'est une analyse de risque. Sur ce dernier-là, je vais prendre la matrice de tout à l'heure. Et puis voilà, c'est parti. Et tout de suite, ça me dessine les matrices du risque courant et risque résiduel. Vous l'avez remarqué, on cherche toujours à gratter du temps sur toutes les tâches manuelles de formatage, de présentation des données. Comme ça, on se concentre plutôt sur le jus de cerveau et ramener vraiment de la valeur ajoutée. Donc là, j'ai envie de rajouter un scénario de risque. Et tu vois ce que je t'ai expliqué tout à l'heure sur la saisie progressive, où je n'ai pas besoin d'avoir toutes les idées claires du premier coup. Je capte des idées et après, je viens les compléter après. Exemple ici, je ne sais pas, on va dire catastrophe naturelle. On était en train de discuter justement avec un prestataire qui gère des data centers et il se posait effectivement ce genre de questions. Tac, et on va dire juste enregistrer. Tout de suite, je commence à capter mes idées et j'ai pas besoin d'avoir les réponses tout de suite. Et une fois que j'ai discuté et j'ai raffiné un peu mes idées, je viens les enrichir pour parler du niveau, on va dire moyen, juste pour faire un exemple rapide. On va dire la probabilité courante, il est haute et là on va faire moyen, puis et voilà. Tu remarqueras que tout de suite, le formatage est fait pour nous et on a introduit une notion récemment une troisième dimension, qu'on appelle ça le strength of knowledge ou force de connaissance en français, qui permettra de dire à quel point on est confiant par rapport à cette appréciation et quel est le niveau d'expertise de la personne qui a fait cette appréciation pour rajouter, tu vois, un petit niveau ou une troisième dimension pour dire bah, ça c'est plus pertinent que ça et ça donne plus de poids visuellement sans que ça devienne surchargé. Ce qui est intéressant pour revenir à la question de catalogue, maintenant, j'ai pas envie de me prendre la tête à essayer de réimaginer tous les scénarios possibles. Ben, je vais aller chercher dans la bibliothèque. Je sais par exemple que dans le Mitre Attack, il y a déjà pas mal de menaces qui sont tracées. Ben, je vais regarder qu'est-ce que j'ai la Mitre. Ben, voilà, elle est là. Et dans la Mitre, j'ai déjà les 201 threats. C'est intéressant pour moi. Comme j'ai 43 références contrôle, par rapport à la question de tout à l'heure, je vais les importer. Et puis là, pardon, hop, on va revenir là, dans l'évaluation de risque. Ici, j'ai pas envie de trop réfléchir. Bah, je vais juste commencer à essayer de ramener ça sur un catalogue. Et ce qui est bien, c'est que quand on prend des standards de ce type-là, le vocabulaire il est standardisé. Ça va vous parler probablement celui-là, Data Encrypted for Impact. Et donc, par exemple, on est en train de parler du ransomware. Et donc, tu vois, tout de suite, là, j'ai un catalogue tout à l'heure, on a parlé du catalogue des mesures. Là, on a le catalogue des menaces. Et ça me permet de contextualiser les choses progressivement. Pareil, je vais venir ici l'enrichir et dire, ben, celui-là, à date, il est, on va dire qu'il est haut. L'impact, il est très haut. Et puis, je vais chercher le baisser, peut-être à haut, et la probabilité résiduelle, peut-être à moyenne. Donc voilà, je suis en train de faire des films, faire des petits scénarios de risque. Et donc mon R2 qui est là, si je vise un niveau celui-là, on se dit, OK, comment j'arrive à faire ça? Il faut forcément implémenter des mesures supplémentaires ou des contrôles appliqués, comme on l'a dit tout à l'heure. Et bien, ça tombe bien, j'ai un outil qui va m'aider aussi à trouver ces failles, ou plutôt ces oublis. Et nous, on l'appelle X-Ray, donc c'est une forme de contrôle de qualité automatique. Et je regarde effectivement sur mon évaluation de risque que j'ai fait sur Orion, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Il me dit le risque résiduel, en fait, je l'ai baissé sans proposer des mesures. Ben, c'est une erreur, techniquement parlant. Il dit attention, ne va pas présenter ça, tu as un problème. Pareil, là, j'ai baissé le niveau sans forcément proposer quelque chose. Ben, je vais essayer de traiter cette erreur-là. Et donc, je vais revenir à mon risque de
ransomware tout à l'heure. Et pour traiter ça, une mesure classique. Tac. Pour le coup, je vais peut-être démontrer un aspect qui est intéressant en termes de gestion centralisée, c'est cette notion de catalogue sur laquelle on est passé rapidement tout à l'heure. Vous voyez, enfin, il y a un catalogue. Et moi, ici, je vais venir parler du backup. Pour dire, voilà, backup, ça sert à rien de réinventer la roue. Et la particularité du backup que je vais venir appliquer pour ce scénario de risque en particulier, c'est que ici, je vais prendre une mesure de référence. D'ailleurs, elle était disponible, je n'ai pas fait gaffe. Et ici, je vais parler plutôt du backup immutable. Parce qu'un backup offline ou un backup immutable, c'est ce qu'on peut faire de mieux pour les ransomware. Ouais. Après, il faut le tester. Comme tout, n'est-ce pas? Ouais, mais parce qu'il y a beaucoup malheureusement d'entités, de fournisseurs de services qui vendent ça comme un backup immutable, mais forcément, quand on arrive à tester, soit c'est pas vraiment le cas, ou ça fonctionne pas, ou il y a 10 000 conditions pour faire son backup. Donc du coup, ouais, juste un petit rappel pour la communauté, toujours, tester, vos plans DRP, PCA, PRA dans des conditions réelles et pas forcément faire confiance à votre prestataire. C'est très bien dit. Du coup, par rapport à mon analyse de risque, si je reviens tout à l'heure, ben on voit effectivement, je suis à ce niveau très haut, je vais passer à un niveau moyen, il faut que j'ai appliqué mes backups immutables. Et pareil, j'ai toujours ce côté où Secure Assistant va me filtrer l'information pour me concentrer sur le côté opérationnel, juste en cliquant ici. Il dit voilà, ton plan de remédiation, c'est ça. Il me dit oublie toute la partie un peu paperasse que tu as fait, le vrai suivi, il est là. Et dans ce suivi-là, bah, moi, je vais continuer à l'enrichir. Par exemple, je peux rajouter un lien Jira. Et on a un connecteur là qui va arriver bientôt, qui va aller pooler automatiquement le statut du ticket, ce qui fait que ça va éviter aussi aux personnes de la GRC d'être à la chasse d'informations à droite et à gauche. Il suffit juste de mettre le lien et tout de suite ça remonte le statut. Et une fois qu'on a saisi certaines informations aussi, ça permet d'aider à prioriser les choses. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, avec soit les indicateurs sur le nombre d'occurrences, soit avec l'appréciation de l'effort. Comme ça aide toujours la direction et toutes les équipes justement à mieux prioriser leur remédiation. Vient ensuite la dernière partie, qui est l'acceptation des risques. Et sur l'acceptation de risques, c'est quoi? C'est les fameuses RAF, pour ceux qui ont souffert de ce genre de process, mais qui sont quand même très utiles sur le fait de transférer un risque ou le faire valider par la direction pour dire, bah, écoutez, ce risque-là, peu importe ce qu'on va faire, il ne va pas baisser. Et pendant qu'on est en train de travailler dessus pour le réduire, il faudra que quelqu'un accepte le risque que la remédiation ne va pas venir avant 6 ou 12 mois. On parlait tout à l'heure des backups. Ben, si la société en question n'a rien, ben, ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut attendre. Et bien, pendant ce temps-là, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il faudra peut-être mettre formellement qu'on est exposé au risque et bien le faire valider, l'accepter. Et dans ce sens-là, moi, je fais une transition sur la capacité de Secure Assistant à gérer des workflows. Et l'un des workflows les plus utilisés, c'est celui des acceptations de risque, où je peux très bien ici venir dire, voilà, backup inexistant. Ou alors, je vais, tiens, pour te faire plaisir, on va dire, pour l'instant, backup non testé. Non testé périodiquement. Et on va dire, voilà, ça c'est sur un domaine, et c'est Alice et pas Bob qui doit le valider, et c'est surtout par rapport à ce risque de ransomware. Comme ça, les gens aussi comprennent dans le contexte de la demande, qu'est-ce que je suis en train de demander à qui. Et ça va pour le coup être envoyé à la deuxième personne qui va devoir tamponner, et tout ça c'est tracé dans la base de données de Secure Assistant. Ça évitera justement des process très lourds pour communiquer l'information et faire remonter les risques les plus importants. Donc, avec ça, on a fait la deuxième partie du parcours, qui est la sécurité par les risques contextuels.
Et tu as remarqué au fur et à mesure que je suis en train de te dire des choses, je n'ai pas encore parlé des analytics qui s'enrichissent au fur et à mesure. Si, par exemple, sur mon plan de traitement, j'ai commencé à mettre des ETA pour avoir des rappels, je vais cliquer ici rapidement pour le démontrer. Je vais commencer aussi pareil à les avoir sur ma watchlist. On le voit ici typiquement. Et quand je vais passer sur les risques, je vois déjà mon radar qui commence à sonner pour me dire, voilà, Data Encrypted for Impact, ça c'est le vocabulaire, comme vous l'avez vu tout à l'heure, de la MITRE, par rapport au threat factor qui va faire qu'on aurait typiquement une attaque ransomware. Et je vais avoir différents indicateurs tout de suite sur tous les audits que j'ai lancés, etc. Une feature qu'on a aussi développée qui était très demandée, c'est cette fonction de composer ou compositeur qui permet d'avoir là pour le coup je ne l'ai pas saisi, mais qui permet de combiner plusieurs analyses de risque pour agréger sous la forme d'une seule. Et ça, c'est vachement puissant. Typiquement, quand on va avoir, imaginons, dans un organisme, l'infrastructure qui est commune, et puis les applications qui sont hébergées sur cette infrastructure. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est l'approche systémique et avoir le niveau d'appréciation du risque global. Je ne vais pas me retaper à chaque fois l'analyse de risque de la partie infrastructure. Je vais me concentrer que sur ma couche applicative et je vais demander au composeur d'aller me lier les deux pour me donner un peu le risque global agrégé. Donc, tu as remarqué pour le coup, Hamza, c'est que systématiquement, on cherche à aller gratter tout là où est-ce qu'on va perdre du temps, où est-ce qu'on va faire beaucoup trop de saisie, pour ramener systématiquement la discussion vers les remédiations et vers le pilotage opérationnel. Et d'ailleurs, s'il y a des ciseaux qui sont là avec nous, que ce soit des ciseaux temporaires ou de transition, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez des fonctionnalités de l'outil, de ce que ça peut vous apporter. Donc moi, par exemple, je travaille beaucoup plus dans l'opérationnel, projet, mais beaucoup plus orienté technicité qu'autre chose, mais je vois déjà la valeur que ça m'apporte. Moi déjà, je pense déjà comment je vais pouvoir l'implémenter et l'utiliser tous les jours. Après, c'est intéressant aussi de voir aussi les autres personnes qui sont avec nous, ou la communauté. C'est d'ailleurs, tu l'as dit au début, c'est la force de l'outil. Et on voit déjà la communauté commence déjà à faire des pull requests, à pouvoir rajouter des nouvelles fonctionnalités, à pouvoir enrichir l'outil. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a aussi besoin, je dis on, mais voilà, comme tu as besoin voilà, la communauté a besoin de retour et de pouvoir que vous puissiez aussi apporter votre vision. Donc, n'hésitez pas à nous dire sur le chat ce que vous en pensez et je te laisse continuer. Écoute, c'est une bonne transition pour le coup pour venir sur la troisième partie qui est un peu ce côté customisation des frameworks, comme tu l'as cité tout à l'heure. Que se passe-t-il si moi, je n'ai pas envie de faire de l'ISO, je n'ai pas envie de faire des standards, j'ai juste une checklist que j'ai déjà fait par rapport à mon fonctionnement maison, par rapport à mon organisation, et je veux justement que ça soit le driver de mes actions. Pour le coup, je vais passer sur la ligne de commande pour aller chercher un exemple. Et dans mes exemples, ce qu'on est en train de faire, on a une personne, je ne sais pas si elle est connectée sur le chat, mais qui nous disait, moi, ce qui va m'intéresser avec ISO Assistant, c'est d'aller chercher la readiness, ou plutôt à quel point les équipes sont prêtes pour gérer le cybercrise. Ça tombe bien, il y a l'ANSSI qui a travaillé déjà sur une checklist et on va essayer de la digérer ensemble. Donc moi, ce que j'ai préparé justement pour la démo, tac, j'ai préparé justement ce fichier Excel. Donc je l'ai juste mis dans le format justement auquel ISO Assistant va s'y attendre et on va aller voir justement à quoi ça ressemble. Tac. Et celui-là. Donc, je vais passer sur l'autre écran. Hop. Du coup, qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? On a des métadonnées. Donc, il faut juste fournir certains éléments à ISO Assistant pour avoir des ID, pour avoir la description. Tout à l'heure, quand vous avez vu le store, il y a différents champs dont on a besoin pour l'affichage. Il faut les remplir. Et il suffit juste de prendre le template là, que je viens d'afficher et partir comme base. Et on a déjà au moins
4 ou 5 contributeurs qui nous ont poussé et soumis leurs frameworks, que ce soit des frameworks standards ou les leurs. Si j'ai envie de déclarer des scores custom, comme je l'ai mis tout à l'heure, je peux le rajouter ici. Si je veux splitter mes implementation groups, c'est-à-dire mes niveaux d'intégration ou niveau de découpage de mes différents critères, je vais le faire ici. Et puis la liste des critères qu'on peut retrouver là. Donc, tu vois bien, Hamza, comme on disait tout à l'heure, si tu as un framework maison, tu peux très bien suivre le format, rien de très révolutionnaire. Tout le monde fait de l'Excel déjà et galère avec l'Excel. On leur demande d'étudier l'Excel une dernière fois pour sortir de l'Excel. Et sur laquelle, voilà, on suit ce format-là. Et je vais me lancer mon petit outil à côté, un petit script Python que je vais dérouler là. Et il me dit, tiens, c'est bon, je l'ai transféré, je l'ai converti en format YAML auquel nous, on s'attend. Pour ceux d'entre vous qui sont plus fans du YAML directement, allez-y, hein, il n'est pas très compliqué, mais j'avoue que ce n'est pas le truc le plus intuitif. Quand on a un gros framework, quand il s'agit de 4, 5, 10 critères, ça va, mais quand ça grossit, l'Excel peut aider quand même. Et vous voyez en fait le format qu'il a généré. Il va aller chercher le côté UTF-8, il va structurer tous les métadonnées dont on a besoin, et il crée l'arborescence qu'on a vu tout à l'heure. Donc, l'outil, il a préparé ça. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais carrément déplacer ce que je viens de faire. Tac, et je vais mettre dans les librairies. Je reviens juste faire un refresh du backend pour s'assurer qu'il a bien digéré le fichier. Et hop, je rafraîchis. Et je vais venir voir dans ma bibliothèque. Et est-ce que j'ai la maturité de gestion de crise? Elle est là. Hop, je fais un preview. Et on retrouve l'arbre qui est beaucoup plus digeste que tout à l'heure. Je me dis, OK, c'est cool. Je vais commencer avec ça. Et bim, c'est parti. Je peux aller mesurer à quel point je suis prêt pour gérer des cybercrises. Tac, tac, tac. Et je vais prendre l'auto-évaluation de cybercrise. Et tu vois, pareil, il y avait 2 volets dans le document tout à l'heure. Moi, je suis en opération. À la limite, je vais prendre tout. Et je dis, OK, allez, go. On va essayer de se poser des questions. Et là, je vois qu'il y a 57 questions. Les fonctions décisionnelles de l'organisation sont-elles sensibles aux enjeux? Je dis, oula, moi, je ne m'y connais pas. Ce que je vais faire, parlez-moi juste des sujets opérationnels, s'il vous plaît, en premier temps. Et voilà, là, on va dire les entraînements. Tu vois, tout de suite, ça a été filtré juste sur ce qui va nous intéresser, sur l'outillage, sur la communication, sur la réponse à incident, etc. Et quelqu'un d'autre va venir compléter l'autre partie. Et d'ailleurs, petit point ou petite question d'Armand, d'ailleurs, en parlant de ce concept bien précis. Donc, oui. Là, on parle du cybercrise, mais d'un point de vue gestion de projet de manière plus globale, est-ce qu'on pourra avoir par la suite une inclusion donc, de cette gestion-là sans pouvoir être obligé de greffer ceci à Jira, par exemple? Donc, la question d'Arlo. Est-ce qu'on pourrait avoir le suivi de projet directement sans greffer sur Jira? Bien sûr. En fait, Jira, il était optionnel. Comme on l'a vu tout à l'heure, le champ, il n'y avait pas d'étoile dessus, dans le sens où Jira ou ServiceNow, c'est surtout pour aider les grosses structures qui ont déjà un outil ticketing et qui vont probablement dispatcher le plan d'action auprès d'autres équipes opérationnelles à mieux piloter les actions. Mais il est tout à fait optionnel et les gens qui veulent rester juste sur Secure Distance, c'est largement suffisant aussi. Ok, parfait, merci beaucoup. Ouais. De rien. Du coup, avec ça, on vient de faire, je regarde l'heure quand même, on est pas forcément dans le temps parce que je voulais laisser un peu de temps pour une session interactive. Donc, avec ça, on vient de finir le 3e cas de figure et qui montre la flexibilité qu'on a sur l'outil pour aller chercher la partie custom. Et dans la partie customisation, quasiment tous les frameworks, les matrices, les contrôles, les mesures, tout ça, c'est déjà standardisé. Et il suffit juste de suivre les templates qu'on a fournis. Je vais
arriver sur la quatrième partie de la démo pour finir sur cette note et montrer l'exclusivité et l'annonce dont on a fait le teasing tout à l'heure. Et là, je vous présente l'API de Visual Assistant qu'on vient de réaliser et on vient de sortir le Swagger en Technical Preview. Technical Preview dans le sens, il n'est pas encore exposé typiquement sur les instances SaaS qu'on a aujourd'hui, le temps de finaliser quelques bricoles. Mais on est super content de pouvoir partager ça avec la communauté, car ça va nous permettre pas seulement d'automatiser certaines choses, mais ça va permettre aussi à la communauté de développer des use cases avec nous, peut-être auxquels on n'aura jamais pensé, et créer tous les automatismes possibles et imaginables dont ils peuvent rêver. Donc là, on vient d'exposer le Swagger. D'ailleurs, pour ceux qui n'aiment pas le format Swagger, il y a aussi Redoc. Il suffit juste de modifier ça. Et donc voilà, il y a les deux formats en fonction de vos préférences. Je vais rester sur le Swagger parce que c'est un peu plus ma préférence. On a littéralement tous les objets de Visual Assistant qui sont manipulables en toute opération CRUD sur les contrôles appliqués, sur les assets, sur les analyses de risque, sur les scénarios de risque, tout est manipulable. Ce qui fait que virtuellement, vous pouvez faire tout ce que vous voulez et presque créer des workflows externes, ramener vos données, etc. Donc pour ça, je vais vous faire deux petites démos pour illustrer justement la puissance de cette partie API. Et là, je vais passer ça sur l'autre écran. J'ai préparé juste un notebook assez simple pour qu'on puisse voir ensemble deux use cases. Là, je vais chercher mes variables d'environnement pour me connecter sur l'API. Voilà, je me prépare ici. Je vais aller chercher les ID des projets qui vont m'intéresser. Et le premier cas que je veux résoudre, c'est que on a des clients qui nous ont dit c'est bien que vous ayez pensé aux assets dans les analyses de risque, mais moi, je ne veux pas avoir le temps de tout ressaisir. Et surtout, j'ai une CMDB, j'ai un catalogue très élevé et je n'ai pas envie de faire autant de clics, surtout sur des choses que j'ai déjà structurées. Je dis, top, il n'y a pas de souci. L'API, il existe pour ça. Et qu'est-ce qu'on a dans Assets? J'ai juste lancé un dummy pour générer des assets un peu bidons, comme ça, pour tester. Et on va le dérouler pas à pas. Hop. Donc là, je viens, je taper les prêts, chercher le projet, j'ai mon ID, et on va voir les assets à quoi ça ressemble. Voilà, j'ai un ensemble de serveurs, par exemple, et des applications qui vont m'intéresser à ramener sur Visual Assistant. Et je vais déclencher un peu l'asset import. Et vous voyez, c'est littéralement 3 méthodes à appeler. Je prépare la route, je ramène mon token en mode bearer token, et je fais un post itératif. C'est parti. Ça a pris 300 millisecondes. Et on va aller voir tout de suite qu'est-ce qu'il nous a préparé sur la gestion de contexte. Pardon, dans bien sensible, pardon. Et vous voyez, tout de suite, en fait, j'ai tout mon CMDB qui a été ramené tout de suite ici. Donc, vous voyez, avec une action relativement simple, comment je peux commencer à faire interagir Visual Assistant avec l'ensemble de l'écosystème, avec cette partie API. Et on compte beaucoup sur la communauté d'innover avec nous et d'imaginer des cas auxquels on n'aurait jamais pensé. Ce qui va venir après, dans ma démo, c'est un truc que moi je fais à titre personnel. Parfois, juste je suis en train de discuter avec quelqu'un. Quand on fait du traitement de ligne au mode agile, il y a un architecte qui va venir me parler d'une nouvelle feature, puis on commence à se poser la question sur les menaces, quels sont les cas d'abus en mode AppSec, avant même de développer la feature, pour faire vraiment du pure shift left. Et parfois, je me retrouve juste à noter des trucs un peu fragmentés sur mon Obsidian. Et là, j'ai juste fait copier-coller de quelques notes que j'ai prises sur Obsidian. Je l'ai mis là, hop, et je vais lancer ça. Je pré-mâche un peu le boulot et je vais aller chercher une analyse de risque. Oui, bien sûr, je n'ai pas créé une qui s'appelle Orient. Je vais créer une analyse de risque vide. Sur le projet Orient. Et j'utilise la même matrice. Voilà.
je vois bien qu'il y a un Risk Customer ID que j'ai identifié. Et top, voilà, ils ont été créés. Et là, le travail que j'ai déjà fait sur mes notes, bah, il n'est pas perdu. Et tout de suite, vous voyez, tout ce que j'ai fait à côté, bah, je l'ai importé d'un coup. Donc, au-delà de l'import des données, il y a aussi des capacités de déclenchement asynchrone. Et ça va arriver dès la semaine prochaine grâce au webbook. Et je pense que ça va plaire beaucoup à la communauté parce que c'était très demandé de voir comment on peut aller encore plus loin de ce qu'on a fait et pour être encore plus précis et rendre à César ce qui appartient à César. C'est surtout la communauté AppSec qui utilise CISO Assistant qui disait voilà, les devs, ils ont déjà implémenté des choses. Moi, je veux justement de ma chaîne CI/CD collecter certaines preuves et les pousser. J'ai pas envie de me retaper tout ce travail-là. Je veux juste, par exemple, prendre un élément d'Azure DevOps, je rajoute un step et je pousse une preuve comme quoi le DAST il est passé, le SAST est passé, et automatiser ces actions-là. Ben, grâce à ce genre d'interaction, bim, on est capable de le faire. Donc ça, c'est la grosse nouveauté qu'on voulait afficher et partager avec toi, Hamza, parce qu'on sait que sur ce public-là, les gens adorent l'automatisation et adorent les API. On est très contents et on a hâte de voir ce que la communauté va faire de ça. Ah bah écoute, je pense que tout le monde est ravi, de ce qu'il est en train de voir. C'est vraiment une solution assez exceptionnelle et d'ailleurs, bon, je connais un petit peu la réponse, mais je vais quand même la reposer parce que pour moi, OK, c'est une solution open source, c'est bien, mais pour maintenir, il y a la communauté, il y a aussi l'équipe et Ouais. qui dit équipe, dit dépenses, investissement et donc du coup, est-ce qu'il y a des versions qui sont, on va dire, payantes de cet outil-là? Donc du coup, concrètement, c'est quoi la différence? Est-ce que moi, ça me suffit d'utiliser de l'open source? Est-ce que je dois forcément passer par des solutions payantes? Enfin, par la solution payante pour avoir les full features? Enfin, qu'est-ce que tu vas nous conseiller concrètement là-dessus? OK. Alors, pour faire justement une bonne transition sur les offres, comme j'ai dit au début, on a aussi une certaine mission sociale et une mission presque personnelle qu'on s'est donnée au niveau de l'équipe. C'est qu'il faut que l'édition communautaire soit suffisante pour les 75-80% des cas. Donc, la plupart des features qu'on a citées, on va les retrouver dans l'édition communautaire et même, je vais t'annoncer en avant-première que même le SSO, on va le ramener dans l'édition communautaire. Oh, c'est très Euh, intéressant ça. Parce que je sais que classiquement, toutes les fonctionnalités de sécurité de ce type-là, les gens les facturent en plus et nous, on veut rester fidèle à nos principes par rapport à cela. Et voilà, je suis content d'annoncer que le SSO, il sera même dans l'édition gratuite pour tout le monde. Excellent, Comme ça, tout le monde peut s'équiper. excellent. Maintenant, Ah qu'est-ce bah, qu'on va c'est super. retrouver dans l'édition pro? C'est des features qui sont spécifiques à des sociétés, à des entreprises qui ont besoin de plus de choses, mais surtout, ça va commencer par le support prioritaire. Parce que dans l'édition communautaire, c'est un support en best effort. L'équipe, elle est méga réactive, j'allais dire super, mais elle est méga réactive sur plein de sujets. Et je pense pour ceux d'entre vous qui sont sur notre Discord, sur notre GitHub, peuvent en témoigner. On va rajouter encore un niveau supérieur sur la partie support pour être sur le support sur les solutions mission critical, pour ceux qui vraiment utilisent ça de manière plus intense, qui ont besoin d'un support plus rapide. Dans le pro, on retrouve également le hosting. C'est pas tout le monde qui a envie d'installer le Docker Compose en local ou qui a les compétences pour le faire sur ces serveurs. Donc, on a une version hostée en France avec un backup aux Pays-Bas. On gère les opérations, les backups, les upgrades, et puis dans les pro features, il y a certaines fonctionnalités, comme je disais tout à l'heure, typiquement le connecteur Jira, qui va être dans la partie pro. Et la partie pro, il a un pricing très simple qui est basé sur le nombre de sièges de contributeurs. Et encore une fois, ce qu'on facture, c'est les gens qui créent du contenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si on est en train de partager l'application avec des clients qui font que de la lecture, pour parler des cas des consultants, ou j'installe la solution et que les managers vont faire que suivre les indicateurs et les dashboards, vous n'avez pas besoin de payer pour eux. Vous payez que pour les sièges des contributeurs. Sur le on-prem, on a également une offre packagée. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est qu'elle a une assistance à l'intégration dans les environnements qui peuvent parfois être un peu exotiques. On a de la compétence infra, comme j'ai cité tout à l'heure, qui fait que on s'adapte et on peut aider tous les clients qui veulent installer
chez eux, à les accompagner, à travailler sur leur cas spécifique, et on leur prend la main pour amener des frameworks custom. Et le dernier tiers, sur la partie pure enterprise, qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? On va retrouver des clients qui nous contactent pour rajouter des features très spécifiques à leur workflow, des vues qui sont vraiment spécifiques à leurs besoins, peut-être une quantification de risque très spécifique. Certains demandent la marque blanche pour une licence non AGPL, etc. etc. C'est ça ce qu'on va retrouver dans la partie custom. Okay. Donc, globalement, c'est ça les offres qu'on a. Et effectivement, on va chercher à rester fidèle à cet ADN de supporter la communauté, parce que la communauté aussi nous aide dans ce sens-là, et tout le monde grandit et tout le monde gagne. Et on cherche justement à équiper le maximum de personnes grâce à cette version communautaire. Et aujourd'hui, on est super content parce que la plupart des gens qui viennent faire du pro et du custom, en fait, on ne va même pas les chercher, on ne fait même pas de push commercial. Ils disent, OK, j'ai testé, je suis content, j'ai besoin de support s'il vous plaît, et j'ai besoin que vous fassiez du hosting. Les 2-3 features que vous m'avez affichées en édition pro, ça m'intéresse. Typiquement, les campagnes de maturité, ce n'est pas tout le monde qui a besoin de ça, mais c'est des grosses structures. D'autres qui veulent de la data vis externalisée, parce que j'ai montré tout à l'heure des analytics, mais il y a pas mal de structures qui ont déjà des outils de BI. Ils veulent rentrer dans leur Power BI. Pareil, ça, c'est une feature un peu pro. Pour ceux qui veulent des workflows au-delà de la gestion, des acceptations de risque, pareil. Il y a une feature qui va te plaire particulièrement sur les CTI, qui vont faire qu'on va ramener les indicateurs d'IOC et de CTI pour les mapper sur le catalogue des menaces. Et tu comprends pourquoi tout à l'heure je parlais de la mitre, parce que comme ça, on peut mapper automatiquement pour dire attention, cette menace elle est plus active, elle est plus trendy. Dans vos analyses de risque, faites plus attention à ça. Jira, le airbag, pas à un niveau, mais à plusieurs niveaux, etc., seront également des features qu'on va retrouver dans la partie pro. Alors, j'ai quand même posé une question. Je pensais d'ailleurs, gros big up à Eric, qui est depuis tout à l'heure en train de répondre à toutes les questions. Donc, du coup, gros big up à toi, Eric. Donc, du coup, merci à toi. Et tu as vu, en plus, la discussion qu'on a eue autour de la formation, il y a des gens qui demandent déjà des formations. Donc, sur 6 assistants. Donc, donc c'est vraiment cool. Donc, parfait. Donc, du coup, je pense qu'on va en rediscuter. Et puis, je pense que tout le monde est content de la solution. Tout le monde, comment dirais-je? Comment dirais-je? Je cherche le mot un petit peu, ou je cherche un petit peu les mots, mais je trouve vraiment que c'est très complet. Je vais pas dire efficient, mais je vais dire pertinent. Je vais dire aussi que ça va permettre beaucoup de choses. Mais j'aurais une petite question. Si jamais demain je suis en ISO, je dis n'importe quoi, est-ce que ça gère, le versionning? Par exemple, je dis n'importe quoi, je suis en version sur une ancienne version, de l'ISO du ou d'un standard. framework. Demain, est-ce que je peux cliquer, par exemple, sur, nouvelle, map, enfin, je vais pas dire roadmap ou autre, mais je vais mettre, par exemple, nouvelle mise en conformité. Est-ce que je peux importer les anciens critères, les transformer sur le nouveau critère? Parce qu'on parfois ça change, parfois ça bouge. Donc du coup, est-ce que je peux faire la même chose? En fait, c'est une très bonne question, et même, j'ai envie de dire, c'est un gros pain point pour toutes les personnes qui font du pilotage de programme. Mais je vais te répondre de manière binaire, oui. Et ça va venir avec la feature que nous, on appelle le mapping automatique, qui va permettre pas seulement de traiter le cas que tu viens de citer, c'est-à-dire j'ai passé 1 an à driver mon programme cyber avec le CSF 1.1, et le NIST, ils ont sorti le CSF 2. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas envie de me retaper tout. Je vais dire déclencher le mapping automatique. Et vu que sur ce genre de framework, vu que c'est le même, quasiment, on va être allé à 90% pré-rempli. Il m'en restera juste le diff à aller chercher. Ça, c'est de 1. Et ça va encore plus loin que ça dans le mapping automatique, dans le sens où la plupart des frameworks, et j'ai parlé tout à l'heure de la bibliothèque qui fait presque maintenant 40 frameworks, il y a toujours un overlap. Il n'est pas toujours parfait, mais on sait qu'il y a souvent 50 à 60% des critères et des principes qui sont partagés entre l'ISO, le CSF, le Siphon, etc., etc. Il y a toujours un overlap relativement proche. Et cette fonction de mapping automatique qui arrive en juin va littéralement
répondre à ce besoin pour te pré-mâcher le boulot. Je n'ai pas envie de la Mmh. survendre parce qu'elle va pas répondre encore une fois à 100%, vu qu'il y a toujours un diff entre les deux. Mais au moins, ça va te Mmh. faire la moitié du chemin pour te dire maintenant, c'est à toi de réfléchir sur les 40% qui te restent. Bah, c'est juste excellent, voire exceptionnel. On a hâte de pouvoir, en discuter aussi autour de formation, de use case. Il y a tellement de choses à dire et je pense que Oui, tout le monde ici sera ravi de te revoir, pour discuter de use case. Pas forcément que ça, parce que moi, tu m'as juste impressionné avec, ton obsidienne magique, avec ouais, bah, beaucoup de on peut faire une choses. question aussi, tiens. Ouais, plusieurs sessions, tu es le bienvenu quand tu veux et je pense que la communauté sait que j'estime les gens qui viennent chez moi. J'invite pas tout le monde, j'invite que les gens qui sont vraiment, qui méritent le respect, entre Merci. parenthèses et tu en fais partie, cette solution est top. Vous êtes humainement top, vous étiez à l'écoute depuis le début, vous répondez aux questions de tout le monde, vous êtes accessible pour tout le monde et ça implique vraiment, beaucoup de respect. Donc, C'est gentil. merci à toi, Aver. Merci beaucoup, beaucoup. Et je pense que là, pour l'essentiel des questions, on a pu y répondre. Donc, on va prendre les 2 dernières questions, par Maxime déjà qui dit: «Est-ce que le mapping sera dans la version open source?» Oui. Donc, parfait et Alors, Bruno qui ouais, vas-y. l'étoile, je vais juste commenter ce que j'ai mis ici en étoile, c'est les fonctionnalités, on va dire les highlights, ce que demandent la plupart des gens. Et c'est quoi notre roadmap actuel à très court terme? On est sur la Mmh, BIOS RM, elle est largement demandée et littéralement notre focus en ce moment, c'est le mapping automatique et la BIOS RM pour le sortir parce que, comme pour ceux qui ont bien suivi tous les détails, en fait, on a tous les objets de la BIOS RM. Ce qui nous manque, c'est juste un peu le wizard qui va nous faire les 5 ateliers. Donc ça, c'est un gros focus qu'on est en train de faire en ce moment. Continuer à rajouter des frameworks, et les frameworks, on les rajoute gratuitement, pour rappel. Tant qu'ils n'ont pas de licence qui les protège, tant qu'ils sont des standards ouverts, nous, on les rajoute dans la bibliothèque. Les compagnies de maturité, le mapping automatique, tout ça, c'est gratuit. Là où j'ai mis le petit diamant, ça, c'est les fonctionnalités un peu premium, du système tout à l'heure. Donc mmh. oui, mapping automatique dans la version community. Écoute, parfait, excellent et puis, je pense qu'on a fait le tour. Merci à tous, merci Abder, merci Eric, soldat de l'ombre, qui a pris toutes les questions et puis merci à tous, enfin pour la communauté. Merci de votre confiance. Donc, je pense que vous savez à quel point, je suis, je respecte cette communauté parce que je pense que j'ai la plus belle communauté en cyber et ça, je le pense réellement. Bon, allez, on va parler aussi de la commu de Laurent. Un petit coucou pour lui. Mais voilà, je pense vraiment que j'ai une des plus belles communautés cyber. Que du respect, zéro troll, zéro critique, que des critiques constructives et c'est tout ce qu'on demande pour s'améliorer, pour être meilleur tous les jours. Et puis merci à tous. Sans vous, bah, on ne sera pas tous là, hein. Et puis merci à tous et à bientôt pour un prochain webinar. Merci beaucoup Abder, merci à l'équipe, d'Intuitum, merci, d'avoir été là et puis, merci la À bientôt. commu et à bientôt pour un nouveau webinar ensemble. Au revoir, à bientôt.